Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cette première table ronde intitulée Des femmes et des entreprises. Un grand merci pour votre présence ce midi. Il s'agit de la première session des 4 tables rondes que nous animons cette semaine à l'occasion de notre événement numérique dans le regard des femmes. Il est organisé par ENI, donc le leader de la formation à l'informatique. Et en fait, on est parti du constat que les femmes étaient encore trop peu souvent représentées dans les métiers du numérique. Seulement 20 à 30% de femmes, alors qu'elles représentent environ 50% de la population mondiale. Il y a vraiment finalement une opportunité à saisir et des besoins qui sont croissants. Alors, mesdames, vous aussi, vous avez votre place ici. Pour ma part, je suis Catel Le Tertre, je suis brand manager chez ENI et aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Fanny Dufour, qui est la fondatrice des Nouvelles Oratrices. Les Nouvelles Oratrices fêtent aujourd'hui leur 1 an, donc joyeux anniversaire aux Nouvelles Oratrices. Il s'agit d'un cercle de femmes pour se former à la prise de parole en public. Nous recevons également avec plaisir, Fanny, merci à vous. Nous recevons également Adeline Virlogeux, qui est directrice commerciale et responsable d'un service de 19 personnes, dont 16 femmes pour les éditions ENI et l'activité e-learning. Et enfin, nous recevons également Karen Quintin, la responsable du campus ENI École Informatique de Quimper, et qui est également cofondatrice de l'événement Numérique Quimper, un événement qui a su rassembler plus de 300 personnes. Merci à vous de nous faire l'honneur de votre présence, les filles. C'est vraiment un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. La session de ce midi va se dérouler en 2 temps. Donc, il y aura environ 45 minutes d'entretien avec nos invités. Et puis, les 15 dernières minutes seront consacrées à vos questions. Donc, ce sera le moment de les poser dans le chat et de pouvoir avoir tous ensemble une discussion. Avant de commencer, je vous propose de vous présenter chacune en 2 phrases. Eh ben, j'y vais. Allez, comme j'étais la première annoncée tout à l'heure, donc je suis Fanny Dufour, spécialiste en prise de parole et pour que les femmes se sentent légitimes à s'exprimer, à exposer leurs idées. Je suis à Rennes, j'ai 38 ans et voilà, je pense que ça fait 2 phrases. Merci. Adeline, tu veux poursuivre? Du coup, bonjour à toutes et à tous. Peut-être qu'il y a aussi des hommes qui sont présents aujourd'hui. Donc moi, je suis Adeline Virlogeux, je suis directrice commerciale de la partie B2B chez Éditions ENI. Et puis on reviendra peut-être plus en détail sur notre parcours, notre arrivée justement à nos fonctions actuelles. Et en tout cas, je voulais juste remercier aussi Catel pour l'organisation de cet événement. C'est vraiment une très bonne initiative, très bien organisée. Et voilà, je souligne vraiment ce projet et j'en suis fière parce que c'est vrai que c'est vraiment une très bonne idée et une très bonne initiative. Voilà. Merci Adeline. C'est vrai que c'est des sujets qui sont importants et il y a des choses comme ça qu'il faut saisir avec grand plaisir. Karen, alors, dis-nous un petit peu plus. Alors, rapidement, on rentrera plus dans les détails tout à l'heure. Donc, moi, je m'appelle Karen Quintin et je suis responsable du campus de Quimper de ENI École Informatique. Donc, c'est la partie école avec des formations longues et diplômantes de ENI avec 2 grands domaines, tout ce qui est système et réseau et développement informatique, pour aller rapidement dans la présentation. Merci à vous. Donc, si tout le monde est d'accord, on va pouvoir se lancer aujourd'hui donc dans le sujet. La place des femmes dans le numérique, c'est un élément, comme on disait tout à l'heure, mais c'est un élément aussi plus global qui rentre dans tout un contexte, la place des femmes dans l'entreprise et puis la place des femmes dans le monde de manière générale. Par exemple, Karen, toi qui as déjà pu organiser un événement sur le sujet, quels ont été les constats sur la place des femmes aujourd'hui dans le monde de l'entreprise? Tu as pu constater, observer, retirer des échanges qu'il y a pu avoir lors des précédents événements que tu as organisés? Alors, du coup, juste pour aller assez rapidement, mais sur mon parcours, c'est vrai que j'ai une première partie de carrière dans le domaine scientifique et informatique, gestion de données, gestion de l'information et informatique dans le milieu scientifique. Donc, pendant 15 ans, j'ai travaillé dans ce domaine-là et ensuite, je suis arrivée à ENI, École Informatique. Et au début, donc en 2017, au début donc, de ma présence dans les locaux à Quimper, j'étais vraiment frappée
quand j'ai ouvert les salles de cours où j'ai vu vraiment peu de femmes ou de jeunes femmes dans les locaux, je me suis dit, c'est incroyable. Donc, moi, au début des années 2000, quand j'étais étudiante en master en informatique, on était trois filles sur 40 personnes en formation, mais bon, c'était quand même longtemps, il y a 20 ans. Et c'est vrai que 15 ans, 20 ans après, en revenant dans des locaux, dans le domaine de l'éducation, des études, je me suis rendu compte que ça n'avait vraiment pas évolué. Et puis, à l'occasion, dans une des salles, j'avais une personne, une femme. Dans l'autre, j'avais 2 personnes, je crois, deux jeunes femmes. Donc, vraiment pas de gros effectifs de représenter, effectifs féminins en tout cas. Et rapidement, au tout début de mon expérience du coup à l'ENI École, j'ai rencontré des personnes, des femmes, 2 jeunes femmes sur un événement qui traitait de la cybersécurité, début 2018, et tous les 3, on s'est dit c'est assez incroyable qu'il y ait peu de femmes dans ce domaine-là, parce qu'il n'y a aucune contrainte, il n'y a aucune physique ou quoi que ce soit, il n'y a pas de raison en fait. Les femmes adorent être utilisatrices, on les voit aller assez loin en entreprise dans les usages, mais en études et puis après en entreprise sur les métiers techniques, on les voit plus. Donc on s'est dit tous les 3, donc Manon Posalier qui travaillait pour la French Tech Brest Plus et Perrine Ferrec de la CCI MBO Quimper, on a continué à échanger toutes les 3 sur ces aspects-là. Et puis rapidement, après ce premier contact, on a monté un événement donc, qui s'appelle Femmes et Numérique Quimper. Au début, on pensait juste en faire un petit atelier avec une quinzaine de personnes. Et puis, en fait, la première édition, à l'automne 2018, on était 80 personnes. Après une deuxième édition au Chapeau Rouge qui a encore grossi, plus de 200 personnes. Et puis, la troisième édition cette année avec un format un peu hybride, plus de 350 personnes. C'est vrai que toutes ces actions sont importantes parce que voilà, depuis 3 ans, plus de 3 ans que je suis à l'ENI maintenant, je vois quand même que ça évolue, ça porte ses fruits. On a des femmes qui arrivent doucement. Alors, plus des profils en reconversion. Les jeunes femmes, c'est encore un autre aspect qu'on va discuter pendant cet échange-là. Mais voilà, je pense qu'il faut être hyper active et montrer aussi aux jeunes femmes, aux femmes qu'elles peuvent être présentes dans ces domaines-là. Fanny, tu as peut-être toi quelque chose à partager aussi vis-à-vis de ce qu'évoque Karen, puisque tu en as rencontré beaucoup des femmes qui parfois n'osaient pas s'exprimer ou justement qui avaient la volonté de le faire mais qui ne savaient pas forcément comment s'y prendre. En fait, la place des femmes dans les entreprises, elle n'est pas évidente à prendre. Qu'est-ce que tu as pu en tirer? Alors, elle est en effet pas évidente à prendre. On manque clairement de visibilité. Et ce que je dis souvent, c'est que c'est un vrai cercle vicieux. C'est vrai qu'on n'est pas forcément visible. Alors que ce soit, par exemple, donc moi, ma spécialité, c'est la prise de parole. Donc, que ce soit dans les séminaires, la plupart du temps, ce sont des cadres qui vont intervenir dans les séminaires. Donc, on sait que malheureusement, il y a moins de femmes cadres que d'hommes. Donc, mathématiquement, on a moins de chances de prendre la parole. Et puis, en tant que femme, souvent, quand on nous propose de prendre la parole pour présenter un projet, pour se mettre en avant, justement, on a tendance à disparaître derrière le groupe. On le retrouve dans l'histoire. On a peu de personnages féminins historiques. On va avoir plutôt des groupes de femmes. Et c'est un peu pareil, je trouve, dans l'entreprise. Et donc, on est moins visible, donc on se sent moins légitime à parler. On va laisser notre place aux collègues masculins. On va se dire que, de toute façon, il n'y a pas d'autres femmes, ou je suis la première, donc c'est difficile, donc je ne vais pas oser. Et moi, c'est vrai que voilà, tout mon travail, c'est de dire, non, il faut y aller là. Il ne faut pas attendre qu'on nous donne la place, il faut la prendre. Il faut être visible, il faut être partout parce que ça aidera les autres femmes à porter leurs projets, à se mettre devant, à s'affirmer, comme le font les hommes. Alors, bien sûr, il y a des femmes qui se mettent en avant et puis il y a des hommes qui sont timides. Je ne vais pas rentrer dans des questions de stéréotypes, mais c'est vrai que globalement, les femmes sont plus en retrait. Ouais. Et du coup, toi, Adeline, par exemple, tu as réussi à te faire une place finalement dans ce monde du numérique puisque tu travailles aujourd'hui pour ENI. En plus, dans ton équipe, tu as quand même une grande majorité de femmes. Il me semble que tu as 16 femmes pour 19 collaborateurs au sein de l'équipe. Comment ça s'est passé pour toi? Est-ce que des fois, tu as des conseils ou des choses à recommander vis-à-vis de ce sujet? Oui, effectivement. Alors, moi, c'est vrai que j'ai travaillé pendant 5 ans dans un cabinet de recrutement.
Et j'ai été chasseuse de tête, donc j'ai été amenée clairement à déshabiller Paul pour habiller Jacques. Donc c'est vrai que c'était un monde très masculin où effectivement les dirigeants avaient des critères bien définis et c'était souvent effectivement des hommes qu'on allait chercher pour faire évoluer dans les entreprises. Donc ça devenait d'un point de vue éthique un peu, enfin beaucoup gênant. Et c'est vrai que ce que j'ai souhaité, c'est vraiment m'orienter vers la formation, parce que je me suis dit que c'était l'occasion de pouvoir faire évoluer des femmes et des hommes, bien sûr, au sein même des entreprises. Et c'est vrai que la formation, et c'est aussi le cœur de métier de ENI, c'est d'être capable de pouvoir proposer à toutes les personnes de pouvoir accéder à plus de responsabilités parce qu'ils ont la possibilité de se former effectivement tout au long de leur carrière. Donc, la formation est vraiment un domaine passionnant et j'ai commencé en tant que responsable grand compte. Et puis rapidement, j'ai pu évoluer. Alors, comme je disais, j'ai eu la chance ou le courage, parce que c'est vrai que c'est à la fois l'entreprise qui va, enfin les dirigeants qui vont être capables de nous ouvrir la voie, de donner des perspectives aux femmes et aux hommes. Donc là, ENI, c'est vraiment le cas. Il y a la chance qui est donnée vraiment aux deux profils. Et puis donc, j'ai pu effectivement accéder à un poste à responsabilité. Je me suis vraiment pleinement épanouie. J'ai eu beaucoup de soutien de la part de la direction et aussi à la maison par mon mari, parce que c'est aussi un élément qu'on pourra aborder. L'un ne va pas sans l'autre aussi. C'est aussi une question d'équilibre dans la vie de famille pour arriver à assumer pleinement de grandes responsabilités. Et puis, progressivement, j'ai pris encore d'autres responsabilités. Il y a eu un certain nombre de changements en interne et j'ai pris l'ensemble de l'activité B2B des éditions ENI. Et donc aujourd'hui, effectivement, nous sommes une vingtaine de personnes et majoritairement des femmes. Et on pourra aussi y revenir, mais c'est vrai que le fait d'avoir beaucoup de femmes dans une équipe, c'est aussi beaucoup de bienveillance, beaucoup de partage, d'entraide, avec les hommes aussi, j'entends. Mais c'est vrai qu'on a réussi à trouver un bon équilibre et une bonne synergie dans l'équipe. Et après, je dirais qu'au sein même du groupe ENI, il y a majoritairement des postes à responsabilité qui sont occupés par des femmes. Et c'est aussi très valorisant et ça permet aussi d'ouvrir la voie à d'autres femmes. C'est aussi pour ça que je souhaitais témoigner, c'est que plus on va être nombreuses à prendre des responsabilités, plus d'autres femmes vont pouvoir s'identifier à nous et vont se dire oui, effectivement, je peux aussi le faire. Et il y a à la fois l'ouverture des entreprises à effectivement recruter des femmes pour des postes à responsabilité. Il y a à la fois la femme qui doit se dire j'arrête de me mettre des freins et je fonce, j'avance, je suis capable. Et il y a aussi l'équilibre à trouver d'un point de vue familial. Donc tout ça combiné, on y arrive. Ouais, merci Adeline. Et justement, toi, quel frein as-tu pu rencontrer? Ou peut-être Fanny, Karen, je pense que vous avez rencontré pas mal de femmes en reconversion ou qui veulent justement devenir entrepreneuses, etc. Quels sont les freins en fait que peuvent rencontrer les femmes en entreprise et qu'en est-il aujourd'hui? Quel constat on peut faire? Je pense que le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est le côté confiance. Je pense qu'il y a le côté effectivement être compétente ou compétent sur un poste, mais le côté confiance, oser, tu disais Adeline et Fanny aussi. Voilà. Après, c'est vrai que c'est une chance de pouvoir travailler dans ces domaines-là, et voilà, ça se travaille aussi, mais je pense que le côté confiance en soi et se dire si, il n'y a aucune raison, je suis légitime, je peux aller sur ces métiers-là, parce que de toute façon, je pense que si on a envie, si on est passionné, il faut réussir à casser ces barrières qui sont vraiment sociétales et pour avancer. Moi, si je reviens à mon parcours, c'est vrai que moi, en entreprise, pour revenir vraiment sur la thématique de la table ronde, moi, finalement, j'ai travaillé pendant 15 ans dans le domaine, avec tout le temps entouré effectivement plutôt d'hommes, mais complètement, sauf une personne de mon entourage professionnel. Et sinon, c'était que des hommes, et finalement, c'est une habitude, en fait. On s'en rend même pas compte. Moi, j'avais complètement oublié ça, en fait. Je me souvenais quand j'étais étudiante qu'on n'était pas nombreuses. Après, moi, j'ai
travailler, je me suis pas rendu compte en fait de ça. Je prêtais pas attention à incohérence finalement dans le quotidien, dans le travail. Mais c'est après, quand je suis arrivée à l'ENI et en formation où j'entends tout le temps les entreprises, mais oui, je voudrais avoir de la mixité dans mes équipes, mais je n'ai pas de personne, je n'ai pas de candidature féminine, donc je peux pas embaucher. Ça disait Fanny, elles sont pas là. Voilà, pour revenir vraiment au côté entreprise. Et puis oui, le côté confiance, allez-y, quoi. Si vous aimez ça, il n'y a pas de raison. Osez. Oui, c'est vrai que les freins sont vraiment internes. Je sais qu'il y a plusieurs études qui montrent que les femmes, à la sortie des écoles, demandent déjà 20% de moins en salaire qu'un homme, alors qu'ils sortent de la même promotion, des mêmes études. Donc déjà, on a une dévalorisation. Et comme tu disais, Karen, c'est vrai qu'il y a vraiment une sorte de sexisme ordinaire qui est même tout à fait accepté. On s'en rend plus compte. Moi, c'est pareil, j'ai travaillé au début de ma carrière en chambre de commerce. Donc, pareil, il y a des choses où on a beaucoup de femmes en bas en tant que secrétaire. Et après, enfin, on arrive au management, etc. Et là, on a des hommes, pour caricaturer, mais c'est souvent comme ça. Et c'était, ouais, c'est toujours accepté, c'est normal, c'est banalisé. Et moi, du coup, pour m'en sortir de tout ça, j'ai créé ma propre entreprise. Je me suis dit, voilà, j'aurais pas de limites. Enfin, les limites, c'est que moi. Et roule, quoi. Et c'est vrai qu'il y a aussi, il y a beaucoup de liens quand même entre la mixité et la performance de l'entreprise. Et ça, je pense qu'on n'arrive pas encore à s'en rendre compte parce que sinon, on aurait tous envie d'être plus innovantes, créatives. Et ça, tant qu'on n'arrive pas à atteindre une certaine mixité, et ça passe là aussi par la prise de parole, sans vouloir ramener là, mais c'est vrai que tant qu'on s'auto-censure, et on a mené une étude où il y a plus de 70% des femmes qui nous disent s'auto-censurer en entreprise, donc c'est énorme. On l'a pas fait auprès des hommes, mais je pense qu'une bonne partie des hommes aussi s'auto-censurent. Donc tant qu'on est comme ça sur des rapports où je n'ose pas dire, alors que faut oser, faut y aller, faut affronter l'échec et c'est normal. On tendra jamais vers plus de bien-être et plus d'innovation dans les entreprises. Et ça, c'est vraiment dommage. C'est vrai que comme tu dis, Fanny, il y a un enjeu vraiment important pour les entreprises, c'est aussi d'avoir différentes visions des projets, de l'avenir de l'entreprise et tous ces enjeux. En fait, ça s'apporte par la diversité. Par la diversité, là, on aborde le sujet des femmes, mais en fait, c'est la diversité et la mixité de manière générale. Plus on va avoir de diversité et de mixité dans les entreprises, et plus elles seront vertueuses et innovantes. Et c'est vrai que les femmes, on a aussi, ça a été prouvé par certaines études, mais on a aussi souvent on est plus altruiste, on est plus dans la compréhension de l'autre, dans la bienveillance. Et c'est vrai que on voit qu'effectivement ça touche aussi au management. C'est vrai que un management plus bienveillant, plus dans la confiance qu'on peut apporter à l'autre, etc. On est en train de faire évoluer le monde de l'entreprise, le management, et on l'a vu aussi avec le Covid, forcément le management a pris, a dû se réinventer, et la bienveillance et la confiance, elle est liée effectivement à cette évolution du management. Donc c'est vrai que, comme tu disais, Fanny, les entreprises qui ne se rendent pas compte que les femmes peuvent apporter effectivement beaucoup de grandes choses pour les entreprises, à la fois de l'altruisme, de la bienveillance, la créativité, la pugnacité. Enfin, moi, je le constate dans mes équipes. Eh bien, elles vont passer à côté de quelque chose, et même de leur propre productivité, de leur propre évolution, de leur pérennisation même. Donc, on a un rôle à jouer, si tant est que les entreprises évoluent aussi de leur côté, et leurs dirigeants. Mixité, c'est vrai que c'est important, comme tu le soulignes, toute mixité, que ce soit effectivement les genres, puisque c'est la thématique du jour, mais la mixité en termes de parcours professionnel, en termes d'âge aussi des personnes qu'on recrute. Et, tout ça, c'est hyper important. Ce que j'ai toujours dit, quand on est tous autour d'une table, après,
sur des sujets concrets, hein, sur un projet, et ben, heureusement qu'on n'a pas tous fait les mêmes cursus ingénieurs ou universitaires ou autres titres professionnels, parce que sinon, ben, ce serait parfait, on tomberait tous d'accord et on arriverait à surmonter des problématiques en ayant la même façon de penser, donc les mêmes réponses. Et puis, bah, par contre, s'il y avait des murs devant nous, bah, là, on serait tous coincés, en fait. Donc, ouais, c'est toute l'agilité d'avoir des gens qui pensent différemment, des hommes, des femmes, des plus jeunes, des gens qui ont plus d'expérience. Voilà, c'est vraiment fondamental pour moi en entreprise d'avoir toute cette richesse d'échange. Ouais. Et Karine, toi, tu travailles pas mal aussi avec les entreprises parce que du coup, une de tes missions, c'est aussi d'aider les personnes à trouver un stage, une alternance, un emploi. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont conscience de ce besoin de mixité. Quelles sont les actions que tu as pu voir être mises en œuvre par ces entreprises? Vers quoi tu penses qu'elles devraient aller pour justement donner envie aux femmes de les rejoindre plus facilement? Alors, je pense que il y a tout le côté attractivité, hein, que ce soit territorial ou attractivité d'une entreprise. Le problème des entreprises, c'est qu'elles n'arrivent pas à recruter des femmes parce qu'elles n'ont pas de candidature. Donc, c'est un petit peu compliqué. C'est vraiment en amont, je pense, qu'il faut travailler tout ça. Donc, en amont, avant les formations, donc avant jusqu'où, on ne sait pas trop où il faut démarrer. Sans doute, il faut démarrer très tôt, au lycée, au collège peut-être, ou même peut-être avant. Je lisais des chiffres ce matin sur les spécialités, alors ce qui est très très bien, hein, il y a une grosse réforme du bac là, qui est en place depuis plusieurs mois ou 2 ans maintenant. Les jeunes ont le choix entre 12 spécialités, dont une qui est forcément intéressante sur la thématique du jour, qui s'appelle numérique et sciences de l'informatique. Et je voyais qu'il y avait seulement 2,6% des femmes, des jeunes filles du coup, qui s'inscrivaient sur cette option-là et 15% d'hommes. Donc, déjà, voilà, donc c'est bien, déjà, on ouvre plutôt tous ces métiers-là au lycée. Mais voilà, c'est pas quelque chose d'attractif, c'est pas quelque chose qui attire les jeunes femmes. Historiquement, c'est vrai que les ordinateurs, on avait plutôt ça comme image. On met ça dans la chambre du petit garçon ou pour aller faire des jeux, le geek. Voilà. Donc, je pense qu'il y a des efforts à faire hyper tôt et on discutait de ça un petit peu nous toutes en off en tant que proche d'enfants ou maman, choses comme ça. Et, des questions qu'on se pose un peu au quotidien. Hein. C'est vrai que oui, tous les jours, je me dis, alors ma fille, donc il y a 9 ans, ce que je disais tout à l'heure, par exemple, un exemple concret, hier, elle avait besoin de changer une pile pour sa voiture télécommandée. Parce qu'elle aime bien les petites voitures télécommandées. Et c'est vrai que sur le coup, un petit peu par, j'ai pas le temps, va voir ton père et tu feras ça avec papa, quoi. Et je me suis dit, non. Je prends le temps et hop, on prend le tournevis cruciforme, je lui donne le tournevis et puis je lui dis, vas-y, tu vis et puis tu revis. Et il n'y a pas de raison, en fait, que ce soit papa qui explique ça ou voilà. Enfin, utiliser un tournevis, c'est pas hyper compliqué. Ça se tient à peu près comme un crayon, sauf qu'on tourne au lieu d'appuyer et de faire glisser sur une feuille. Mais voilà, c'est des choses qu'on a dans nos têtes, même quand on essaye d'être sensible à ces choses-là. Et voilà, oui, je suis contente que ma fille puisse changer toute seule sa pile sur sa petite voiture à 9 ans ou 10 ans. Il n'y a aucune raison qu'elle ne puisse pas le faire, quoi. Et que ce soit un garçon qui le fasse. Donc ça commence tôt, je ne sais pas quand, mais le débat est ouvert. Mais c'est intéressant c'est intéressant ce que tu dis, Karen, parce que c'est vraiment à nous en tant que mère ou en l'occurrence j'ai pas d'enfant mais belle-mère, mon conjoint en a, manager aussi, de se dire quelle place je donne à la nouvelle génération et comment je m'impose une vigilance à ces stéréotypes. Dans la prise de parole, si j'anime une réunion et que je vois qu'une femme plus jeune, parce que quand on est plus jeune, on ose moins prendre la place, on est plus complexé, etc. Comment je m'assure, moi en tant que cadre, de systématiquement lui donner la parole quand je vois un sexisme ordinaire, comment je m'assure d'en parler calmement après l'avoir vu avec mes collègues masculins ou mes collègues féminines ou moi-même. Comment je demande des feedbacks sur moi, est-ce que je suis pas en train de m'auto-saboter, de pas être sympa avec d'autres femmes et on ne parle pas assez de ces différences
et de l'importance du numérique, là encore plus, parce que si nous, en tant que femmes, on s'exclut et on exclut nous-mêmes nos propres filles de ça, du monde d'aujourd'hui et qui plus est du monde de demain, mais c'est juste terrible, quoi. On va pas réussir à avancer. Non, c'est juste. Et pour rebondir justement sur les enfants, leur expliquer au plus jeune âge justement l'importance de la mixité. C'est vrai que moi, j'ai interrogé mes filles. J'ai une fille de 9 ans et une autre de 13 ans. Et je lui ai demandé, j'ai demandé à la plus petite, pour elle, quelle était la place des femmes dans les entreprises. Et alors elle m'a dit, bah, c'est pareil que les hommes, enfin tous pareil, quoi. Pour elle, il n'y a pas de différence et elle n'a pas senti que plus tard dans les entreprises, il pouvait y avoir des différences. Donc, ça m'a rassurée. Je me suis dit, bon, au moins, pour elle, il n'y a pas de problème, donc tant mieux, et on va tout faire pour qu'elle n'en ait pas quand elle va être dans le monde du travail. Et ma grande de 13 ans, ce qui m'a marqué, c'est que finalement, ils ont au collège des ateliers pour les sensibiliser à la mixité, à la place des femmes dans les entreprises. Donc, c'était déjà un sujet qu'elle avait abordé au collège, donc chose que à mon époque, on n'abordait absolument pas. Donc, c'est aussi rassurant de se dire que très jeune et au collège notamment, cette question est quand même soulevée. Et il y a pour une prise de conscience quand même si bon, ils sont je pense un peu à milieu de s'imaginer un peu le monde de l'entreprise mais en tout cas c'était plutôt rassurant. Et après j'ai demandé à ma grande justement, mais d'après toi, pourquoi il y a des difficultés parfois dans les entreprises, pourquoi certains hommes peut-être pensent que les femmes ne sont pas capables ou autre. Et elle m'a dit, mais je pense que c'est que les hommes ne s'intéressent pas aux femmes. Ça, ces hommes-là, en tout cas. Parce qu'en fait, elle m'a dit quelque chose de vraiment qui m'a touchée. Elle m'a dit, parce que tu sais, maman, les femmes, elles sont capables de grandes choses. Alors ça, j'ai beaucoup aimé et elle a raison. Et je pense que c'est aussi à nous de faire changer les choses. Certes, comme je disais, il y a les dirigeants, les RH qui doivent vraiment ouvrir des perspectives aux femmes. Les managers aussi dans leur recrutement, ça c'est important. Mais il y a aussi le fait que les femmes ne doivent rien lâcher, qu'elles doivent effectivement se faire confiance, oser, avancer. Certes, ça va être dur, il va y avoir une organisation à trouver quand on prend des responsabilités. Il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte, on doit faire des sacrifices, mais comme les hommes peuvent en faire aussi. Donc il y a un bon équilibre à trouver, mais c'est possible. Et ça, il faut vraiment en avoir conscience. Et il faut foncer pour qu'on puisse donner enfin en tout cas rééquilibrer les choses, parce que c'est loin d'être équilibré entre les hommes et les femmes aujourd'hui. Donc je parle pas de rattraper notre retard, parce que ça sera peut-être pour plus tard, mais au moins arriver à une bonne égalité. C'est vrai qu'il y a des besoins. Et d'ailleurs, tu vois, par exemple, je parle de mon ressenti là, mais par exemple, quand tu dis qu'on va peut-être pas espérer égaliser tout de suite la place des femmes et des hommes, finalement, quelque part, peut-être que c'est encore une autocensure de la position de la femme. On va pas oser tout de suite se dire que on a aussi notre place à avoir l'égalité, parce que finalement, il y a autant de femmes que d'hommes sur Terre, grosso modo. Les proportions sont à peu près équivalentes. Alors, je me suis peut-être mal exprimée. C'est l'égalité, c'est ce qu'on souhaite toutes. Mais je veux dire, rattraper notre retard. C'est-à-dire que finalement, on était là, on veut être là, mais on pourrait être là si on veut rattraper notre retard. Donc, c'est ça que je veux dire. C'est que si on prend l'historique des années passées et le fait que la femme avait une place encore moins importante dans les entreprises, donc si on inverse cette tendance, là, ce sera peut-être pour plus tard, je veux dire. Mais au moins, arrivons dès aujourd'hui ou demain en tout cas à retrouver au moins une égalité. Comme vous le soulignez pas mal depuis tout à l'heure, c'est vrai que l'éducation des parents, d'ailleurs pas que des parents, effectivement, ce qu'on transmet aux générations futures, ça a une importance. Et moi, il y a quelque chose qui m'a marqué, ce que tu m'avais dit, Karen, ça a fait écho aussi de mon côté, où tes parents t'avaient dit, fais ce que tu veux, ce qui te plaît, et sans jugement de ce qui était fait pour toi ou non, mais en fonction aussi de tes aspirations et de tes goûts. Je pense que c'est ça qui est vraiment la clé. Je pense que quand on aime, quand on est passionné, on y arrivera. Donc, faut vraiment pas se dire que c'est pas possible, parce que ceci ou parce que cela.
il y a toujours des solutions, des choses à contourner. Et voilà, il y a plein de solutions. Et c'est vrai que je te disais que moi, depuis toute petite, j'étais baignée dans l'informatique. J'avais mon papa qui était instituteur, on habitait dans l'école et du coup j'avais la chance de temps en temps de prendre les clés de la salle informatique et d'aller l'ouvrir avec le code, je me souviens, d'accès et tout. Enfin, je trouvais ça trop bien. Et là, j'arrivais dans la salle avec, alors, je ne sais pas combien d'ordinateurs, il y avait au moins une douzaine d'ordinateurs et puis un serveur au milieu, le goupil, je m'en souviens encore. Donc, j'allais démarrer le serveur pour pouvoir utiliser chacun des ordinateurs. Et puis, sur ces ordinateurs-là, on faisait déjà des petits programmes d'algorithmes en logo à l'époque, je m'en souviens, ça m'a vraiment beaucoup marqué. Ça devait être fin de primaire, début de collège pour moi. J'essaie de réfléchir un peu sur le timing, donc fin des années 80 au tout début 90. Et c'est vrai que mon papa, il n'était pas super à l'aise avec toutes ces technologies-là, donc c'est moi qui l'aidais en fait à préparer un peu ses séances avec ses élèves. Et voilà, et c'était plutôt chouette. Et puis c'était le début d'algorithme avec le logo. Ça, il aimait bien encore aussi, je me souviens. Donc avant tortue sur une valeur 40, après tourne droite 90 pour faire tourner de 90 degrés la petite tortue. Et puis le jeu, c'était de faire des petits carrés, après des petites maisons, donc des petits dessins. Et voilà, je pense que quand on est petit, le côté ludique, c'est hyper sympa, même adulte. Et cette approche-là, que ce soit des petites filles ou des petits garçons, je pense que tout le monde accroche. Et puis, ouais, donc voilà. Donc j'ai été baignée par ça avec un papa qui était super à l'aise avec les technologies. Donc c'est moi qui l'aidais. Et ce qu'on disait, c'est que souvent les petits, ils sont toujours en avance sur les technologies par rapport à nous, super à l'aise pour attraper des nouvelles choses. Mais ouais, et du coup, moi, tout le temps, on m'a dit, vas-y, fais ce que tu aimes. De toute façon, au départ, tu es jeune, avance, et puis c'est ça qui est hyper important, en fait, de faire ce qu'on aime dans les choix d'orientation, dans tout ça, et d'avancer au fur et à mesure. Faut pas trop se mettre de montagne, face à une montagne, sinon si on voit une montagne énorme et direct, faut être en haut, là c'est un peu compliqué. Il faut se dire, déjà pour monter, faut que je mette des chaussures, que je m'équipe, des bâtons, et puis voilà, doucement, je vais faire des virages et je vais avancer tout doucement. Alors, un petit peu le parallèle aussi avec la voile où j'ai eu la chance de naviguer avec des filles notamment, et pas que, en équipage mixte beaucoup, et un petit peu en équipage féminin aussi, avec des filles qui ont des sacrés parcours en olympisme, en course au large. Voilà. Et je me souviens très bien, moi qui n'étais pas de leur niveau, mais qui avait le plaisir d'être équipière avec elles, de voir la décomposition d'une régate, où si tu dis, sur mon départ de régate, moi je veux gagner. Là, c'est hyper compliqué de se dire ça. C'est trop compliqué. Donc, ça m'avait impressionné, moi, le côté de décomposition de chaque étape, en fait. Et, là, sur une manche, on se disait, par exemple, là, ce qu'on va travailler, c'est le départ. On va être à fond focalisé sur le départ, on va travailler à fond, on bosse, on réfléchit, tac, le départ, on va le faire comme ça. Et après, derrière, de toute façon, on savait faire des virements, on savait envoyer les spies, on savait tout faire, il n'y a pas de souci. Mais voilà, focus sur une chose, parce que si on se disait, faut prendre un bon départ, faut virer, attention, là, il y aura une bascule à droite, le vent, il va tourner comme ça, il va forcer, on va envoyer, là, on devient complètement dingue, c'est pas possible de se mettre une pression comme ça, alors qu'en décomposant bien les étapes, c'est hyper important, ouais. Pour faire le petit parallèle. Ça rejoint globalement quand on traite de la place des femmes et de comment on s'éduque à être parfaite, à vouloir toujours faire plus parce qu'on a ces injonctions. Il faut être sympa, mais pas trop parce qu'il faut pas non plus être avenante. Il faut être bien habillé, mais pas trop non plus en entreprise parce que ça fait trop. Il faut potentiellement ne pas trop s'occuper des enfants, mais il faut quand même être une bonne maman. Il faut, toutes ces injonctions qu'on connaît bien, qui nous mettent la pression. J'ai cru comprendre aussi que dans le numérique et notamment dans le code, c'est beaucoup d'échecs, erreurs. On va retrouver la même chose, des test and learn, on va retrouver la même chose dans l'entrepreneuriat. Et cette capacité à se dire, non, c'est pas parfait, je vais faire un peu et je vais déjà m'en contenter, ce sera un premier pas. Ça, c'est des choses que, en tant que femme, on ne se laisse pas, en fait aller lâcher prise. On a beau faire du yoga, concrètement, j'ai pas l'impression qu'on le fasse. Et ça aussi, ça joue énormément sur la place de la femme dans l'entreprise, je trouve, en tant que manager qui se met une pression énorme pour tout réussir. Et je pense que la place n'évoluera pas non plus tant qu'on n'arrivera pas à se contenter
de peu, mais déjà que ce qu'on fait, c'est bien, en fait. C'est clair. Non, mais c'est ça. C'est s'auto-congratuler et congratuler les autres femmes aussi, et hommes, hein, mais aussi les autres femmes, s'encourager beaucoup en sororité. Et puis, effectivement, Ça fait écho revoir à... notre... Pardon? Oui. Non, je disais que ça faisait écho à des choses aussi que j'avais entendues sur le fait que parfois, finalement, enfin, en fait, ça repose également sur beaucoup de bienveillance à l'égard des autres, à l'égard de soi-même aussi, parce que parfois, on peut retrouver des femmes aussi qui mettent des barrières à d'autres, malheureusement, parce qu'elles-mêmes, bien qu'elles-mêmes soient sensibilisées à tous ces sujets et qu'elles tiennent à leur cœur, mais parce que finalement, inconsciemment, il y a des femmes aussi, parce qu'elles ont eu des difficultés avant. Il ne faudrait pas que ce soit trop facile non plus pour d'autres après, ce qui est un peu dommage et bien sûr ce qui est inconscient puisque généralement, voilà, on souhaite tous aussi le meilleur pour les autres, mais quelque part ça invite aussi à faire preuve de bienveillance et à se dire que même si ça a été difficile pour soi, à oser rendre la tâche plus agréable aussi aux autres et les accompagner et leur offrir la possibilité de ne pas avoir à rencontrer les mêmes difficultés qu'on a pu rencontrer soi-même. Ouais, ça c'est hyper important, mais on nous apprend depuis qu'on est jeune, on a ces stéréotypes que les femmes ensemble se crêpent le chignon, que on en entend beaucoup hein, des personnes en entreprise dire je préfère manager des hommes, au moins ça gueule une bonne fois et puis après c'est fait, alors que les femmes c'est que par derrière. Mais quand une femme veut gueuler, affirmer son désaccord et se mettre en colère, on va la traiter d'hystérique, on va lui dire c'est bon, t'as tes règles, rentre chez toi. Donc on ne lui permet pas non plus. Donc c'est deux choses complètement contradictoires. Et donc ouais, on nous apprend ça. Donc après, je pense qu'on se croit aussi ça, se dire que on n'est pas très sympa entre femmes. Et ça, c'est vraiment une clé, quoi, qu'on se tienne la main, qu'on s'entraide les unes les autres. Et avec tous les hommes qui sont aussi engagés auprès des femmes et qui parfois se retrouvent dans des positions encore pires parce qu'ils sont face à des vrais machos, des collègues, et si eux sont sensibles dans l'émotion, c'est encore pire, c'est des coquillettes. Ouais, et à contrario, il y a aussi plein de groupes de solidarité et d'entraide entre les femmes, justement, qui partagent leurs bonnes pratiques, les conseils qui ont pu leur être utiles. Bah, je pense que c'est entre autres ce que tu peux faire, Fanny, avec les nouvelles oratrices, finalement. C'est aussi tirer le meilleur de l'expérience de l'une pour aller aider l'autre à s'en sortir et à aller son projet, finalement. Oui, tout à fait. Apprendre à être entre femmes, à se regarder et à se laisser aussi regarder et non juger. Parce que ce qu'on projette sur les autres, hein, et quand on a peur du jugement, c'est faut aussi balayer devant sa porte, quoi. C'est aussi parce que nous, on est la première à regarder comment est sa jupe, elle dit ça, etc. Donc nous, les cercles de formation, on est entre 6 à 10 femmes et c'est vraiment ça pendant 16 heures, on passe ensemble, 8 fois 2 heures et on apprend à regarder l'autre sans la juger, à lui trouver des points forts et nous aussi à ce qu'on nous trouve des points forts, à les accepter et à accepter aussi les points qui vont pas bien, mais d'apprendre à les dire gentiment, en tout cas pour que ça progresse. C'est beaucoup de partage aussi, finalement. Oser, on ose assez facilement partager, mais parfois, il suffit simplement aussi de partager ce qui va bien. Et du coup aussi, finalement, grâce à ça, créer une relation de confiance. Et pour le coup, là encore, ça se joue complètement en mixité, que ce soit un homme, une femme, un homme, des femmes entre elles, des hommes entre eux. C'est aussi s'autoriser à se complimenter et à partager les choses positives que l'on voit dans les autres. On parle pour revenir vraiment sur le côté numérique en entreprise, enfin femmes en entreprise et numérique en entreprise. Comme quoi, moi je trouve que c'est vraiment important le côté mixité, du mélange et voilà, pas faire que des femmes ensemble ou que des hommes, mais vraiment du mélange. Donc le numérique en entreprise. Donc dans les constats, moi ce que je vois de formation, alors formation les plus jeunes en poursuite d'études. Là, j'ai vraiment pas beaucoup de jeunes filles. Après, quand on va sur des cursus de reconversion, donc les âges assez classiques, c'est milieu de carrière, on va dire, à 35-45, mais il y en a qui sont en reconversion à 23 ans et d'autres à 53, hein, et voilà, milieu de carrière. J'ai
de plus en plus de femmes, et c'est très très bien, notamment dans le domaine du développement informatique, pour revenir à des choses un peu concrètes. Et c'est vrai que c'est important parce que tout ce qui est algorithme, on parle aussi d'intelligence artificielle, je sais qu'on va en parler dans la semaine, en tout cas algorithme ou façon de penser, de construire tous ces mécanismes, c'est hyper important parce que c'est de l'analyse du passé en fait pour décider des choses de demain. Donc si on analyse avec que des cerveaux entre guillemets masculins, c'est sûr que ça va être biaisé. Donc voilà, les femmes arrivent dans ces thématiques-là, on va avoir des beaux témoignages dans la semaine et c'est hyper important. Je vois beaucoup moins de femmes dans les métiers plus matériels, système, réseau, assistance utilisatrice, alors que franchement, des métiers qui sont vraiment dans le contact. J'ai des super reconversions de personnes qui travaillent dans les domaines du social, de l'assistance aux personnes, peut-être des personnes âgées ou l'aide vers des enfants ou choses comme ça. Et c'est vrai que c'est un métier, par exemple, technicienne support informatique, où il faut vraiment être à l'écoute, être patiente, pédagogue. Quand les choses ne marchent pas, pas aller voir la personne et dire « Ah, t'es trop nul, t'as pas branché ton câble ». Enfin, voilà, ça va pas, quoi. Non, faut dire, voilà, avec beaucoup de calme. Écoute, c'est pas grave, t'as juste oublié de brancher. Et voilà, la prochaine fois. Et puis s'adapter, parce que des fois, les gens, ils nous appellent pour des choses vraiment hyper simples comme ça. Alors qu'on est en plein rédaction d'un rapport, préparation d'une présentation, et que voilà, on est couplé dans nos tâches, et on se dit, ah, franchement. Et puis il y en a d'autres qui appellent, alors qu'ils ont des vrais gros soucis. Et là, on se dit, oh là là, lui, quand il m'appelle, ou elle, quand elle m'appelle, il a déjà bien avancé, réfléchi, donc là, ça va être compliqué. Mais voilà, le côté, on s'adapte, on est pédagogue, et puis des fois, on dit, on ne sait pas. Et il y a beaucoup de stéréotypes qui sont vraiment à retirer. Côté métier concret, parce que effectivement l'informaticien, c'est-à-dire c'est pas un geek qui est tout blanc, plein de boutons, qui passe sa nuit devant son ordinateur, hein. Même si moi, quand j'étais étudiante, on avait à peu près la moitié de la promo qui était comme ça, j'avoue, et l'autre moitié qui était plus comme moi, un peu bizarre. Pas dans ce style-là, en tout cas. J'étais plutôt cramée parce que j'allais sur l'eau en régate, voilà. On avait un peu de profils différents, mais c'est très bien. Et ouais, donc les stéréotypes, non. Quand on travaille dans le numérique, on n'est pas tout seul, on ne fait pas ces métiers-là parce qu'on déteste les gens et qu'on ne veut voir personne et qu'on veut se cacher derrière un ordinateur. Donc non, c'est pas vrai. Vrai métier de contact. Soit on est toute seule, on a fait un parcours dans le domaine du développement informatique, par exemple, et on se retrouve toute seule en tant qu'indépendante. Là, il faut constamment aller chercher les clients, les clientes, comme Fanny certainement. Et puis voilà, au cours des projets, faire des allers-retours, recaler les besoins, et puis après livrer son projet. Donc ça, c'est si on est vraiment sur un format individuel. Voilà, parce qu'il y a des gens qui disent « Ah non, mais moi, je veux voir personne, je m'installe, je suis en entreprise, je veux être dans mon coin tout seul. » Mais non, on n'est jamais tout seul dans son coin. On a besoin de contact dans ces façons de travailler aussi. Ou alors, on est dans une grosse entreprise avec des gros projets. Et là, on est le maillon d'une équipe, d'une chaîne, où on a constamment besoin de dialoguer avec les personnes qui ont commencé le code avant nous, et puis passer la main à la personne qui va suivre le projet, poursuivre le projet derrière. Donc, je pense que ces stéréotypes-là à combattre. Donc, dans le domaine du développement, je vois de plus en plus de femmes. Dans le support système réseau, j'en vois pas, je vois pas pourquoi. J'ai plein de beaux exemples, comme je dis, des personnes qui travaillent dans le secteur du social, des femmes notamment, qui réussissent vraiment bien. C'est des ultra porteurs. Il y a vraiment beaucoup de débouchés depuis longtemps, encore plus depuis un an, depuis longtemps, parce que en entreprise, la technicienne informatique, elle gère pas que un ordinateur, des imprimantes et le réseau. Les premières choses qu'elle règle, une des premières problématiques, c'est les téléphones, synchroniser les mails, synchroniser les carnets d'adresses, gérer les tablettes mobiles, parce que tout ça, ça se met à jour, ça tombe en panne. Il y a plein de choses à faire pour intervenir sur ce matériel-là. Quand vous allez faire vos courses au drive ou en petite click and collect, les personnes qui sont dans les rayonnages sont constamment avec des scans, des montres ou des bagues ou des scans. Voilà, ces appareils-là, qui sont aussi des objets de mobilité, il faut les mettre à jour, faut les entretenir. C'est ça aussi le travail de technicienne informatique. Donc voilà. Après, administratrice système et réseau, on voit moins de femmes aussi. Mais bon, il n'y a pas de raison de ne pas s'orienter vers ces métiers qui sont beaucoup de contacts et qui sont passionnants aussi. Ouais.
Après, moi, je parle des deux métiers qu'on cible vraiment au niveau de l'école, hein. Donc tous ces systèmes réseau, donc matériel, réseau, infrastructure informatique, et le développement. Je parle pas des métiers du e-commerce, du web marketing, Catel, tu peux en parler plus, où là, effectivement, les femmes sont plus présentes, hein. Dans les chiffres, on dit qu'il y a 30% de femmes dans le numérique, en englobant ces métiers plus communication, hein, marketing. Dans les métiers purs techniques, donc système réseau, développement, on est plus sur des chiffres autour de 12%, donc beaucoup, beaucoup moins de personnes. Mais voilà, il n'y a pas de raison. Exactement. Les chiffres sont très disparates en fonction des compétences et aussi en fonction des régions d'ailleurs. Là, c'était des chiffres, on va dire, globaux, mais en réalité, effectivement, dans les 30% que j'avais pu trouver, en fait, on prend en compte un peu tous les métiers. Et effectivement, je pense que les femmes ont moins de difficultés à se projeter dans des métiers du web marketing, de la communication digitale, que dans des métiers plus techniques, qui paraissent techniques et qui finalement sont accessibles à toutes et à tous. Et ça, c'est les barrières sociétales, on ne sait pas pourquoi. Donc, web marketing, on fait de la photo, on fait des montages vidéo, on aime bien le côté visuel. Et quand on regarde finalement les photographes, les grands photographes, c'est toujours des hommes en fait. C'est hyper rare qu'on ait des photographes connus qui soient des femmes. Pourquoi? Je ne sais pas. Donc, c'est pas hyper logique en fait. Tout ça. C'est aussi le cas pour d'autres secteurs comme la cuisine par exemple où oui, exactement. Les stéréotypes, c'est pas que ça, mais voilà, il y a beaucoup de femmes qui cuisinent au quotidien et pour autant les grands chefs connus sur les grandes émissions, c'est encore des hommes principalement. Finalement, le rôle prend de l'importance, la responsabilité, il redevient assez rapidement attribué aux hommes. Et mais comme le disait Fanny, c'est vrai qu'il faut que les femmes soient plus visibles aussi pour qu'elles soient plus effectivement reconnues encore et qu'elles aient toute la place qu'elles méritent. C'est par l'exemple finalement qu'on y arrive. C'est aussi pour ça que je trouve intéressant de vous faire intervenir toutes les trois. C'est que Adeline, Karine, par exemple, vous avez des postes plutôt à responsabilité dans l'entreprise ENI. Et ça montre qu'il y a possibilité d'évoluer, d'avoir des responsabilités même dans des entreprises de secteur encore trop masculin. Je parle de chiffres, hein, pas de perception, mais vraiment, voilà, c'est ce qu'il en est. Et Fanny, pour ta part, tu as osé lancer ton entreprise. Tu te sens aussi légitime à pouvoir aller recommander, donner des conseils à d'autres personnes pour qu'elles puissent avancer. D'ailleurs, on parle des femmes, mais il me semble que tu accompagnes aussi parfois des hommes dans tes cercles. Donc, oui, tout à fait. On le fait aussi en mixité, mais on s'est rendu compte qu'entre femmes, on peut aller plus rapidement, plus loin. Comme je sais plus, on dit seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Là, ensemble on va plus vite et en plus on va plus loin. Donc c'est vraiment ça, c'est un moment de respiration entre femmes pour parler plus facilement en fait. Parce que dans la prise de parole, on est pleine de complexes qu'on tient parfois depuis l'enfance ou l'adolescence quand notre corps change. Donc ça, c'est plus simple d'en parler qu'entre femmes. Mais ensuite, oui, bien entendu, moi, j'ai des formateurs et des formatrices pour entraîner des hommes et des femmes, bien entendu. Voilà, donc, du coup, ce qu'on peut voir aussi par ce biais, c'est aussi que finalement, toi, tes responsabilités, elles peuvent t'amener à travailler avec des hommes ou alors c'est de la collaboration, mais en tout cas, il y a une sorte de management aussi des femmes, des hommes par les femmes. Et comment ça se passe de ton côté? Adeline, peut-être que si tu pourras rajouter un mot ou deux à ce sujet. Vous avez vos équipes, ou en tout cas dans les gens avec qui vous travaillez, des hommes, et comment ça se passe pour vous, l'expérience? Après, je peux peut-être donner un chiffre là, qui vient d'une étude dont, Catel, je pense que tu pourras donner le lien aussi aux personnes qui participent au webinaire. Il faut savoir que il y a 35% des femmes cadres qui sont managers contre 43% qui sont des hommes. Et seuls 29% des femmes cadres sont managées par une femme, alors que 79% des cadres masculins sont managés par un homme. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a du chemin encore à parcourir. Après, si je peux donner une petite anecdote,
j'ai eu l'occasion de participer à un salon où j'étais avec un commercial de mon équipe sur le stand. Et il y a un partenaire qui est venu nous saluer, et donc a salué Édouard. Et en me saluant, il me dit « Vous devez être son assistante ». Et c'est vrai que le commercial, il était très gêné. Il a dit « Non, non, c'est ma responsable ». Et c'est vrai que le partenaire s'est trouvé très gêné en se disant « Mais bon, j'espère qu'il a eu une prise de conscience pour le coup en se disant oui, c'est vrai que j'ai cru que c'était son assistante, mais non, ça peut être sa responsable. Mais tout de suite, quand même, le réflexe a été celui-là. Donc, je vous cache pas que ça a trotté dans ma tête pendant un petit moment parce que c'est vrai que quand on est baigné dans un poste comme on a Karen ou Fanny, c'est vrai que on se pose pas toujours ces questions. On se dit voilà, moi j'ai mon poste, j'assume mes missions, je fais de mon mieux au quotidien. Et c'est vrai quand on nous renvoie ce constat à la figure, on se dit mais bon sang, j'étais super bien habillée, j'avais l'allure d'une responsable quoi. Comment ça se fait que ils me prennent pas au sérieux? Je dis pas qu'une assistante est mal habillée ou autre, mais oui, ce que je veux dire c'est tout de suite disons le constat qui a été fait à ce moment-là. Donc c'est vrai le fait qu'un homme soit managé par une femme, c'est pas si évident que ça. La preuve en est. C'est pas évident dans tous les esprits, mais heureusement, hein, pour d'autres, ça ne pose aucun problème et c'est aussi important de le souligner. Après, voilà, moi dans mon équipe, j'ai des hommes et des femmes. J'espère que pour l'un ou l'autre, je veux dire, le fait qu'il soit managé par une femme ne pose aucun problème. En tout cas, je pense qu'en tant que femme, on est aussi capable de beaucoup se remettre en question, beaucoup chercher à faire vraiment de notre mieux, à donner le maximum, vraiment se donner à fond pour son équipe. Donc, je pense que ce soit les hommes ou les femmes qui sont managées par des femmes ont beaucoup de chance, donc qu'ils en prennent la mesure. Merci Adeline. Merci à toutes les trois. Je pense que voilà, si on veut réussir à tenir nos engagements, il faudrait peut-être qu'on puisse passer aux questions, aux échanges avec les participantes et participants. En tout cas, merci à vous pour ces échanges que j'ai trouvé passionnants sur un sujet qui l'est tout autant. Hein. Alors, par exemple, on a Delphine qui nous fait une remarque très pertinente. Elle demande justement est-ce qu'il ne faut pas davantage faire participer les hommes à ces réflexions plutôt que de ne rester qu'entre femmes. J'ai une première réponse à apporter déjà par rapport à l'organisation de cet événement. C'est un événement par exemple qu'on a voulu qu'il soit aussi mixte et inclusif. C'est-à-dire que cet événement, ces tables rondes, elles s'adressent à tous et à toutes. C'est pas un événement qu'on a voulu que pour les femmes, mais aussi un échange qu'on a voulu pour que les hommes et les femmes puissent se retrouver dedans. Je ne sais pas comment les filles, ce que ça évoque pour vous, mais... Vas-y. Ah, moi, j'ai mon petit côté militant, mais je dirais oui, tout à fait, c'est très bien qu'on travaille ensemble. Par contre, si là, on était 4 hommes à parler, personne ne se dirait ah tiens, c'est bizarre, où sont les femmes? Ou si quelqu'un un peu fofolle qui dirait ça. Donc, il faut aussi, je pense, qu'on prenne des temps pour travailler ensemble entre femmes pour parler de mixité, parce que sinon, c'est toujours que des hommes qui parlent de ça aussi. Et bien entendu, qu'on en parle ensemble. Mais je pense que c'est pas excluant non plus. Au niveau de femmes et numérique, c'est vrai que on fait témoigner beaucoup de femmes, des hommes aussi. Et c'est vrai qu'on dans l'assistance, dans le public, on a une majorité de femmes et c'est bien. Et on est obligé de mettre le mot femmes et numérique parce que sinon les femmes ne viendraient pas en fait sur ces événements-là ou qui sont vraiment basés sur des témoignages pour donner envie, pour montrer que c'est possible, hein, du concret. Je pense que c'est hyper important. Et oui, c'est des réflexions qu'on a régulièrement, enfin, entre nous, hein, qu'on met en place. Mais oui, on est obligé de mettre le mot femme et numérique, sinon les femmes ne viendront pas et n'écouteront pas et croiront automatiquement qu'elles ne sont pas visées par ce type d'événement. Donc, on est obligé d'axer fortement avec des témoignages féminins. Et voilà, mais dans l'assistance, on a toujours beaucoup d'hommes aussi sur cet événement-là. On ne peut pas être discriminant dans l'autre sens non plus. Donc après, c'est vrai que même si on est entre femmes, c'est aussi l'occasion de dire vraiment même si les hommes étaient présents, on le dirait aussi, mais façon de dire entre nous,
c'est possible, décomplexons-nous, osons, fonçons, quoi. On avait d'ailleurs Alicia tout à l'heure qui rebondissait sur, on parlait de l'éducation des enfants. C'est vrai que vous aviez donné beaucoup d'exemples d'éducation de vos petites filles, hein, parce que voilà, il se trouve que vous avez des petites filles, mais elle précisait qu'il faut également revoir l'éducation que l'on transmet aux petits garçons et pas uniquement aux petites filles. Les petites filles, c'est bien de leur donner du courage, de leur dire qu'elles ont leur place, mais c'est aussi rééquilibrer aussi côté petits garçons. Oui, c'est juste, c'est vrai. On a tout un rôle à jouer en tant que maman, de petite fille ou de petit garçon, parce que c'est effectivement les futurs dirigeants, les futurs managers de demain. Donc c'est important qu'ils prennent la mesure, disons, de l'égalité dès l'enfance des hommes et des femmes sur le plan du travail, quoi. On a une réflexion intéressante de Daniel qui demande pourquoi accepter d'être dans la catégorie femme et non d'être un humain complet avec toutes les capacités physiques et intellectuelles. Est-ce que tu peux répéter, pardon, Catel? Pourquoi accepter d'être dans la catégorie femme et non être un humain complet avec toutes ses capacités physiques et intellectuelles? C'est que de temps en temps, de faire un zoom, hein, pour justement être équilibré, juste un humain. Effectivement, on est juste des humains, hein, c'est clair. Et ce serait vraiment super qu'on n'ait pas besoin de faire ce genre d'événement. Nous, on a fini le premier événement Femmes et Numérique, on en a fait 3 maintenant, en se disant, mais on aimerait trop ne plus jamais avoir à faire ça. Juste faire un événement sur le numérique, montrer les métiers et donner envie. Mais non, aujourd'hui, on est obligé, sinon ça marche pas, en fait. C'est que malgré tout, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a encore besoin aujourd'hui de traiter ces sujets et de les faire avancer, en fait. Et probablement que toutes les personnes qui sont présentes ici aujourd'hui, qui ont décidé de participer, sont des personnes qui déjà sont sensibilisées ou s'intéressent à ce sujet. Il y a aussi encore un grand nombre de personnes qui, malheureusement, ne sont pas encore sensibilisées ou n'ont pas encore pu voir tout ça. Donc, avoir différentes prises de parole sur ces sujets, ça permet aussi, quelque part, d'aller toucher différentes personnes en espérant permettre à d'autres de prendre conscience aussi de l'état actuel des choses. D'ailleurs, il y a Virginie qui précise justement, merci à vous pour vos témoignages, qui même s'il rappelle un constat qui ne devrait plus exister au XXIe siècle, ça me rassure de voir qu'on a le même ressenti. On est souvent mal perçu quand on parle de ça. Ça prouve, ce témoignage encore, que justement, tout n'est pas encore gagné. C'est en train d'évoluer. On fait tout pour. Le but, c'est qu'on ne parle plus. Hein. Mais rendez-vous dans combien de temps, Karen, pour se dire on n'a plus besoin de faire ce genre d'événement? Et Fanny, et Catel d'ailleurs, toutes les 4, on fera peut-être un rendez-vous pour se dire on n'a plus besoin d'en parler. C'est ça. Ce serait trop bien. On a hâte de ce jour. Ça va être compliqué de fixer une date là. On est en période un peu incertaine. Mais on s'en rapproche chaque jour de plus en plus, on espère. Complètement. Petit à petit, et voilà, étape par étape, c'est important. Chaque petite action, chaque geste du quotidien, comme changer une pile sur une télécommande avec ses enfants. C'est vrai qu'il faut qu'on en ait conscience, toutes et tous, on en ait conscience en fait, pour éviter de finalement générer des comportements, des stéréotypes. Hein, on se les crée nous-mêmes, donc ce serait dommage. Et on les crée pour nos propres enfants parfois. Donc c'est vrai que si on en a conscience, les choses devraient changer. On a Delphine donc, qui nous demandait est-ce qu'il y a des réseaux d'entraide pour s'entraîner particulièrement aux réactions à avoir face au sexisme ordinaire ou à l'autocensure? Ça, ce sont des choses qu'on aborde dans nos formations des nouvelles oratrices, même si c'est pas forcément que ça, bien entendu, justement, pas que, mais savoir répondre, c'est aussi entre femmes s'entraîner, savoir structurer ses messages
que ce soit pour répondre à une question piège ou à un comportement sexiste ou toute autre chose. Et ensuite, oui, il y a plusieurs associations. Il y a aussi beaucoup de Nous Toutes, par exemple, noustootes.org, qui est une association qui documente et qui fait des formations sur le sexisme ordinaire jusqu'à après d'autres formes beaucoup moins ordinaires de sexisme. Et ça, c'est des ressources que vous pouvez aller voir sur leur site internet noustootes.org. Merci Fanny. Le côté sensibilisation, je sais que nous, sur nos formations de Bac+2 à Bac+5, c'est que de la technique, hein. Ils font plus de maths ou de français, c'est vraiment de l'informatique, technique, du numérique, voilà. Mais on a toujours 3 thématiques de sensibilisation sur des sujets autres. Et l'égalité femmes-hommes fait partie, en fait. Hein. On trouve que c'est hyper important de former les futurs collègues, les futurs managers qui sont en cours à l'ENI à toute cette problématique-là de la place des femmes. Et c'est vrai qu'on entend dans les salles de pause des grandes discussions après ces journées de réflexion qu'on leur a proposées. Là, au début, on peut entendre beaucoup de blagues sexistes ou des choses comme ça. Et puis, au fur et à mesure, finalement, les blagues sexistes, les femmes commencent à réagir, à dire non, écoute, voilà, c'est pas bien de dire ça, il n'y a aucune raison. Et d'entendre un peu moins les gros rires gras, voilà, même si c'est drôle, hein, moi je suis hyper ouverte aussi, je rigole sur plein de choses, mais il y a des fois où on peut se poser un peu de questions. Et voilà, c'est important d'avoir ces sensibilisations qu'on fait aussi sur nos formations. C'est court, hein, mais on trouve que c'est important d'ouvrir les yeux à nos futurs managers sur le terrain, dans le domaine du numérique. Manon, elle complète en nous disant qu'il y a un jeu qui vient de sortir et qui dit « Moi, c'est Madame ». Le nom du jeu, c'est « Moi, c'est Madame ». Oui, c'est un jeu, je ne l'ai pas là sur mon bureau, s'il est chez moi, mais c'est super, oui. C'est un jeu de cartes pour apprendre à répondre à du sexisme ordinaire. Comment ça s'appelle? Je n'ai pas entendu. Moi, c'est Madame. Moi, c'est Madame. Mais je fais une petite parenthèse en disant que parfois, le week-end, on va chez Monsieur Bricolage et je dis à mes filles, on va chez Madame Bricolage. pour dire, voilà, bon. Il n'y a pas de raison. Elle est pas mal. Ouais. Alors, il y a Hélène qui nous cite à juste titre un beau compliment, qui est un garçon manqué. Et elle remplacerait en disant que on est plutôt une fille réussie. J'ai aussi une intervention de Sébastien Canet. Bonjour Sébastien, c'est un plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Je me permets parce que du coup, on le connaît, hein, c'est un auteur des éditions Méni. Il parle depuis tout à l'heure, donc je voulais aussi pouvoir lire une de ses remarques. Il disait que les interventions, elles doivent commencer dès l'école finalement, c'est en faisant des interventions dans les classes auprès des 4e, des 3e, parce que c'est un peu à ce moment-là que finalement les centres d'intérêt évoluent et qu'avant cela, souvent les centres d'intérêt sont assez mixte. Et il explique, il dit en lycée, il y a des interventions de l'association Femmes Ingénieurs et le féminisme. Et on en a fait un peu de sensibilisation. Voilà. Donc si ça peut aussi être des ressources qui peuvent vous intéresser. Malheureusement, je ne sais pas si il faut. Enfin, je pense que c'est bien de s'y prendre en amont parce que je suis pas tout à fait d'accord. Je connais pas de petites filles qui disent qu'elles veulent être policières, alors que les garçons veulent être souvent policiers quand on est en primaire. Et à l'inverse, j'ai pas de garçons qui veulent être stylistes de mode, etc. Donc, je trouve que quand on se projette, alors si peut-être archéologue, met tout le monde d'accord, ou vétérinaire. Mais il y a quand même, dès le plus jeune âge, des zones genrées dans la projection qu'on se fait. Et à ce que je sache, hormis acteurs et actrices porno, on a besoin de notre sexe dans aucun autre métier. Donc, tous les métiers sont possibles tant qu'on n'a pas besoin de son pénis ou de son sexe féminin. Voilà. Donc ça, je pense qu'il faut le rabâcher, même aux plus jeunes, avec des images peut-être.
Mais d'où l'importance effectivement que ça démarre même dès le primaire et au collège, là ça commence à déjà être le cas. Parce que Karen, tu parlais de la réforme du lycée, et c'est vrai que c'est quand même très tôt de se positionner pour savoir qu'est-ce qu'on veut faire, enfin, là j'ai des amis qui sont en plein dedans et c'est compliqué pour se positionner sur 3 parmi 12 options, choisir 3 options, dont tu parlais celle qui est orientée informatique. C'est pas évident de se positionner, mais c'est vrai que si on n'a pas connaissance des métiers possibles, si on n'a pas connaissance de effectivement tout le panel qui peut s'ouvrir à nous, c'est compliqué de choisir. Ça me paraît tôt. C'est pour ça qu'il faut dès la primaire et au collège sensibiliser les Moi, je enfants. rebondirais en parlant pas forcément de métier, parce qu'on est tout jeune, Oui. effectivement, dans ces âges-là, en troisième, mais vraiment de passion, de qu'est-ce qu'on aime, en fait. Tout simplement, Oui. choisir les options, les choses qu'on aime, et pas se dire, bah non, si je fais sociaux, je sais pas quoi, c'est pas bien, parce que machin, ou informatique, c'est pas bien. Ouais. Et on aime ce qu'on connaît aussi, tu vois. On aime ce qu'on connaît. Ouais, bah oui, c'est ça. Du coup, c'est ça. Ouais. Ouais. Et faire connaître plus de choses avant, ou toucher, en tout cas, essayer de manipuler de l'informatique ou d'autres domaines, hein, plus en amont, ouais, pour qu'ils sachent qu'effectivement, quand ils ont leurs 12 spécialités et qu'il faut en cocher 3. Mais avec le côté passion et aimer les choses, je pense que ça permet d'avancer. Voilà. Parce que c'est dur aussi de se dire un métier. Enfin, voilà, en plus, un métier, autrefois, on faisait une formation pour un métier tout au long de sa vie. Maintenant, on sait que peut-être 2-3 métiers dans nos carrières. Les jeunes, il y a 5 ans qu'on change. Hein, 30 ans, ils ne vont pas imaginer rester des années sur les mêmes postes, ou les moins de 25 ans, encore moins. Donc, je pense que. Et puis, de toute façon, c'est dans leur essence aussi le côté passion. Et ils le feront à fond les choses qu'ils aiment. Et, ils seront capables de disparaître du jour au lendemain parce qu'ils auront trouvé un autre truc passionnant après. En tout cas, je vois dans les retours aussi des choses intéressantes qui portent sur la table ronde de mercredi, sur le langage finalement. Le fait que on permette, par exemple, comme le dit très bien Estelle, au métier d'être cité au féminin sans avoir l'impression de dire un gros mot ou une faute de français. Voilà, des fois, c'est des petites choses comme ça. On pense que c'est des petits détails, mais qui ont finalement leur importance. Et j'avais quelqu'un d'autre tout à l'heure qui demandait l'aspect du langage. Et ça passe aussi par notre manière de nous exprimer finalement. Qu'est-ce que nous avons d'autre ? En tout cas, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'effectivement, ça passe par l'orientation scolaire et l'éducation dès le plus jeune âge, finalement. C'est aussi complète de dire Sébastien, qui partage tout à fait votre avis. Il disait que lui, il arrivait à avoir autant de garçons que de filles dans ses ateliers d'enfants de 8 ans, mais que surtout, dans toute chose, c'est des sujets qu'il faut finalement rendre accessibles à tous dès le plus. Je pense que les parents ont évolué quand même à ce niveau-là. Ils sont plus ouverts et plus à offrir une cuisine en bois à un petit garçon de 2-3 ans et des choses qu'on ne voyait pas avant. Et donc ça s'ouvre. Il y a de l'espoir. Effectivement. Alors. Et dans les classes de maternelle, on voit bien qu'au fond de la classe, quand ils sont tout petits, ils ont cette petite cuisine en bois et les petits garçons, les petites filles, ils adorent jouer avec ça, faire comme les grands. Il n'y a pas de genre, c'est juste que c'est rigolo. Exactement. Je pense qu'on a pas mal débordé déjà sur le créneau qui était imparti. Donc, si vous êtes d'accord, je vous propose qu'on conclue cette table ronde. Juste avant, j'aimerais vous proposer à chacune de recommander un contenu pour inviter nos participantes et participants à poursuivre leur réflexion sur le sujet. Adeline, quelle serait ta recommandation ? Après, il y en a plusieurs, mais c'est vrai que j'ai visualisé une vidéo TEDx là, qui était intéressante, d'une femme britannique avant-gardiste dans le domaine informatique. Et puis, elle expliquait tout au long de sa vidéo son parcours. Elle expliquait qu'il y avait effectivement un facteur clé de succès dans sa réussite. C'était aussi son conjoint, son mari, avec qui elle a trouvé un bon équilibre aussi avec ses enfants et à la maison. Et elle expliquait mon mari est un ange. Et
Et donc, les personnes à qui elle le disait, d'autres femmes ont dit non, mais vous savez, moi, mon mari, il est encore en vie. Donc, finalement, voilà, moi, je voulais juste vous conseiller cette vidéo, parce qu'elle était intéressante, et vous dire que voilà, des maris en vie et qui sont des anges et qui arrivent à bien faire en sorte qu'il y ait un bon équilibre, c'est possible, et c'est aussi une condition de réussite de la femme, notamment. Voilà. Je viens de vous partager le lien de la vidéo de Adeline en chat. Fanny, qu'est-ce que tu recommanderais à nos auditeurs et auditrices? Moi, ce serait un podcast, en tout cas l'enregistrement de l'émission Grand Bien vous fasse, qui est paru en février sur le syndrome de l'imposture et comment les femmes peuvent prendre confiance en elles. Et les deux invités sont deux femmes qui ont interrogé une centaine de femmes et d'hommes aussi sur ce syndrome de l'imposteur. Et c'est vraiment intéressant, j'en tire plein de choses. Enfin, je vous laisse découvrir dans ce podcast de l'émission. Je viens de le partager également. Super. Pour ta part, qu'est-ce que tu souhaiterais partager? Alors moi, du coup, c'est pareil, j'ai 2 conférences TEDx que je vais te laisser partager. Et sinon, une troisième chose que je n'avais pas pensé, mais qui me paraît indispensable pour des choses vraiment concrètes et métiers. Je vous conseille à toutes et à tous d'aller sur le site www.flamme-numérique.bzh pour regarder toutes les interventions qui ont été faites pendant l'événement, donc la 3e édition de Femmes et Numérique au mois de décembre dernier. Parce que voilà, si vous voulez du concret sur qu'est-ce que c'est que le métier de technicienne informatique, de développeuse, de e-commerçante, voilà, avoir des vrais témoignages, je pense que c'est vraiment important. On a la chance d'avoir tout ça disponible encore aujourd'hui, puisque avec la crise sanitaire, il y a des avantages, c'est que beaucoup d'événements se sont déroulés à distance comme ça et sont encore disponibles aujourd'hui en replay. Donc, ouais, flamme-numérique.bzh aussi. Merci beaucoup. Merci à toutes les trois pour le partage de votre expérience, pour les conseils que vous avez pu partager et avoir accepté tout simplement de participer à cette discussion. C'était un plaisir de vous avoir aujourd'hui avec nous. Merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette première session aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette première table ronde et nous vous donnons rendez-vous dès demain à la même heure, à 12h30, pour la deuxième session. Le numérique, c'est pas fait pour les femmes, durant laquelle nous recevrons Céline Rosius, qui est consultante digitale pour Business au féminin et fondatrice des Épaulettes. Nous recevrons également Sharon Sofer, qui est présidente de Startup for Kids, et Estelle Adam, qui est la directrice des campus ENI École Informatique de Rennes et de Quimper. Si vous n'êtes pas encore inscrit ou inscrite et que vous souhaitez participer, il est encore temps de le faire. Je vous partage le lien également dans le chat pour que ce soit plus facile. Voilà, il arrive dans quelques instants. Et puis partager avec votre entourage. Si vous avez apprécié cette première conférence, que vous souhaitez vous réinscrire, n'hésitez pas à partager l'info avec des prochaines conférences de la semaine avec d'autres personnes qui pourraient être intéressées. Je vous dis merci beaucoup. Encore merci à nos invités et merci à vous, tous les inscrits et les inscrites à nos tables rondes. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci. À tous. Merci, Catherine. Au revoir.